Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le pilote que vous êtes a roulé tellement vite qu'il n'avait jamais pris le temps de raconter sa vie. Vous le faites aujourd'hui dans un livre qui mérite un coup de chapeau, à l'image de celui qui a été votre image de marque, justement. Bonjour René Medj. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous connaît à travers vos victoires dans les rallyes, dans les raids, comme le Paris-Dakar, mais on connaissait mal votre vie et ce livre, Pilote de 7 à 77 ans, que vous sortez chez LVE Éditions, est un livre qui vraiment permet de mieux connaître les records que vous avez établis. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est de parler de votre livre, bien sûr, mais de parler de votre vie aussi à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 29 novembre 1975. C'est votre première télé, Automoto, sur le rallye Côte d'Ivoire-Côte d'Azur. Avec Jean-Louis Lafosse, vous expliquez la préparation d'un rallye qui est le secret de votre réussite. Exact. Vous vous souvenez de cette Ah oui, je m'en souviens, oui. Et c'était vraiment, vous étiez sur une Range Rover déjà à l'époque. Absolument. Et finalement, vous avez fait beaucoup d'autres choses, mais la télé, c'était pas votre truc finalement. En dehors de la course, rien ne vous intéressait. Non, à part que ma fille travaille à la télé, oui. Mais ça c'est autre chose, complètement à part. Mais sinon, non, à la télé, j'en avais jamais entendu parler. Ce rallye Côte d'Ivoire-Côte d'Azur, c'est un rallye important ? Oui, c'est le départ du Paris-Dakar. Hein. Oui. On peut appeler ça c'est les prémices du Paris-Dakar. Oui, les prémices du Paris-Dakar. Et ça a emmené... c'est ce qui a fait démarrer le Paris-Dakar, en vérité. Alors, votre vie, elle est aussi marquée par un personnage dont nous allons entendre la voix. Par exemple, la publicité, les journaux, la télévision, tout ça. Coluche. Par exemple, les journaux. Coluche, effectivement, qui a d'ailleurs tourné à Montrouge, où vous êtes né. Oui. Les WC étaient fermés de l'intérieur, son premier film. Oui, absolument. Et Coluche, à Montrouge, où vous êtes né, vous avez connu Coluche, René Medj. Ah oui, c'était mon beau-frère. Oui. Donc je l'ai bien connu, oui. Et c'est vrai qu'un jour, vous étiez devenu copain, et il vous a présenté sa sœur, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est ça. Et à l'époque, c'était un gamin de Montrouge qui rêvait de réussir. C'était pas l'humoriste qu'on a connu. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et il rêvait de réussir et il a réussi. Et vous l'aviez connu comment? Alors, je l'ai connu parce qu'on était intéressé par les belles motos. Oui. Et à côté de chez moi, il y avait deux magnifiques motos et on passait devant en rêvant. On rêvait, rien que de voir les machines, on rêvait. Non, c'était très sympa. C'est un personnage qui vous manque aujourd'hui. Oui, énormément. Mais ce que je comprends pas, c'est personne n'a jamais compris les raisons de sa mort finalement à moto, alors que c'était quand même un super pilote. Oui, c'était un super pilote. C'est ce qui arrive. Bêtement, quoi. C'est un accident bête qui n'a pas de lien avec la vitesse, avec l'imprudence, non, tout était bien et il a fallu que ça arrive quand même. C'est un camion qui a traversé la route et rien d'autre, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont couru sur sa mort. Ouais. Non, moi c'est clair, hein, c'est clair. C'est un camion qui a tourné au mauvais moment et sans faire attention, et voilà, c'est tout. Hein. Alors, la moto, pour vous, c'est votre passion. Vos débuts, ce sont l'école d'Hydro, une école où vous allez apprendre la mécanique de précision. Oui, absolument. Ouais. C'était votre passion au départ ? Au départ, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'école pour apprendre ce genre de métier. De métier. Et ma mère m'avait mis à l'école d'Hydro pour que j'apprenne ça, parce que c'était ce qui se rapprochait le plus. Et les professeurs qui étaient là-bas ont dit mais chez nous, il apprendra tout.
Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui vous a aussi appris beaucoup de choses, car le week-end, vous donniez un coup de main dans le garage de Georges Monneret, qui est l'homme qui a pratiquement imposé la moto de compétition en France. Absolument. Et il a eu la gentillesse de participer à cet événement, si on peut dire. En tout cas, il m'a laissé m'occuper des motos quand il avait fini, lui. C'est-à-dire que quand il arrêtait ses essais, c'est moi qui rangeais la moto. Voilà. Et en même temps, vous rêviez, vous, de compétition à moto, Oui, René bien Metz. sûr, bien sûr. Oui, je rêvais. Le fait d'être avec Monneret, ça me faisait rêver pour tout le reste. Il avait des records farfelus. Monneret, un jour, il a fait Paris-Londres sans descendre de son scooter. Ouais. Oui, il a fait des tas de choses. Et puis, vous, un jour, vous êtes retrouvé pour la première fois sur le circuit de Montlhéry. Et ça a changé votre vie. Oui, absolument. Oui, oui, Montlhéry, c'est quelque chose. Ça a marqué une partie de ma vie. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois que vous êtes retrouvé sur le circuit de Montlhéry? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à moto, C'était à moto, oui, c'était à moto, et tout me paraissait immense. Tout était immense. L'anneau où je tournais me paraissait immense. Tout était grand. Et vous aviez envie de faire de la moto, de faire des courses, de faire des championnats? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mon but, c'était ça. Et l'exemple, c'était Georges Monneret. Alors, vous commencez par des courses modestes, René Metz, et il y a une voiture oubliée aujourd'hui, qui était à l'époque très célèbre, c'est la R8 Gordini. Ah oui, oui, oui. Alors moi, j'ai pas eu la chance de rouler beaucoup avec la R8 Gordini. Par contre, j'ai roulé énormément avec la R12, celle qui suivait la R8. Quand la R8 a été terminée, on est passé à la R12 et toute ma carrière, en gros, enfin une grosse partie de ma carrière a été faite avec des R12. Voilà, la nouvelle génération ne sait pas que la R8, à l'époque, ou la R12, étaient des voitures de compétition. Absolument, c'est le fait de Renault de l'aménager de façon à permettre des courses et qu'elles soient compétitives. Et vous aviez Amédée Gordini, qui lui d'ailleurs a commencé dans un garage à Suresnes, puis à Saint-Cloud, passionné par la voiture. Et aujourd'hui, son usine porte son nom. Et il y a un lycée professionnel qui porte son nom. C'était un génie de la mécanique aussi. Oui, absolument. Absolument. Un génie, un amoureux, je vais dire un amoureux de la mécanique. Et comme vous, dire que vous êtes capable de réparer une voiture sans le moindre difficulté. Oui, je pense. Même maintenant, avec les nouvelles normes, je crois que je suis capable de réparer une voiture. Alors, il faut savoir, René Metz, que votre carrière a commencé très doucement. D'abord, il y avait la Formule Renault Europe. On ne sait plus très bien qu'est-ce que c'était, ça, la Formule Europe. Alors, c'était des monoplaces. Avec un moteur de R16 dessus et donc les courses se faisaient avec des monoplaces qui ressemblaient à des Formule 3 à l'époque. C'était exactement la même chose. Et comment êtes-vous arrivé dans cet univers? Alors, je suis arrivé par coïncidence. J'ai fait la R12 Gordini et puis ensuite j'ai sauté sur la coupe R12 et la coupe R12 c'était avec des monoplaces. Et d'ailleurs avec vous il y avait des jeunes qui démarraient, il y avait Alain Prost. Oui, absolument. Oui, Alain Prost, Patrick Tambay et plein d'autres. C'est-à-dire que c'était des jeunes passionnés comme vous. Oui. On n'imaginait pas les carrières que ça allait donner. Oui, absolument. Oui.
on a, je dirais que c'est un peu moi qui ai le moins bien réussi, parce que tous les autres ont été des grands champions. Oui, mais il faut savoir que la course automobile telle que vous la pratiquez, René Medj, ne permet pas de gagner sa vie. Non. C'est ça qui est étonnant, parce qu'on a toujours l'impression que les champions automobiles, c'est vrai en Formule 1, gagnent beaucoup d'argent, Ouais. mais les autres, notamment dans les rallyes, c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Il faut se faire vraiment un nom avant de pouvoir gagner un petit peu d'argent. Voilà. Et c'est pour ça que vous, votre vie, c'était un garage que vous avez repris, je crois. Oui, absolument. J'ai eu la chance que le propriétaire, l'ancien propriétaire, me propose de prendre sa place et de continuer l'activité du garage. J'ai eu une chance énorme. Et finalement, la compétition, c'était pour l'image du garage, l'image des voitures que vous vendiez. Absolument, absolument, c'était tout à fait ça. En tout cas, on ne se rend pas compte aujourd'hui, effectivement, de ce qu'est la réalité de ce métier-là. Oui. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. On va continuer à en parler avec une autre date, le 20 janvier 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec René Medj. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Medj. Ce livre pilote de 7 à 77 ans, préfacé par Jacques X. Et une date importante, le 20 janvier 1981, c'est le jour où vous remportez votre premier Dakar. Vous vous souvenez de cette victoire? Non, je me souviens, mais je me souviens pas de la date exacte. Voilà. Mais le moment où on remporte le Dakar, c'est un moment fabuleux. Oui, c'est extraordinaire, surtout qu'on construit sa victoire petit à petit. On la construit pas d'un seul coup. C'est pas comme une course de vitesse où on gagne, tout simplement, on gagne la course. Là, on construit sa victoire tous les jours. Tous les jours, on construit un petit peu plus. C'est-à-dire? On prend accès à la victoire, mais petit à petit, on prend pas directement toute la victoire. On attend plusieurs jours. Alors, il faut être là aussi depuis le début, et c'est vrai que le premier Dakar, vous y étiez déjà. Oui, absolument. Et à l'époque, ça n'intéressait personne. Ou très peu de monde. Très peu de monde. Et je crois que c'est toutes les histoires qui ont fait que... toutes les histoires autour du rallye qui ont fait que ça s'est mis à intéresser tout le monde. Parce que chacun avait une histoire. Quand il abandonnait ou autre, il avait une histoire. Il y avait donc on lui faisait raconter. À l'époque, à la télévision, il lui faisait raconter. Ça a plu à énormément de monde. Oui, c'était aussi le goût de l'aventure, car le Dakar, c'est une aventure. Oui, absolument. C'était absolument le goût de l'aventure. Alors, vous participez au Dakar sur une Range Rover, Oui. qui est le véhicule tout-terrain type des années 70. Oui. À l'époque, c'était le meilleur véhicule pour un amateur, pour tenir la place qu'on exigeait, quoi. Il y avait avec un Range Rover, il y avait le minimum de choses pour permettre un bon classement. Alors, il se trouve que vous avez eu le coup de foudre pour l'Afrique en même temps que Thierry Sabine, créateur du Dakar. Oui, absolument. Alors, j'ai eu énormément d'accroches avec l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique m'a amené beaucoup de choses que je pensais. Et c'est-à-dire que elle a répondu à mes attentes. D'aventure, de désert, d'éloignement. D'aventure, de désert, le fait de se retrouver seul au milieu des dunes, etc. Enfin bon, c'était
ça a été pour moi un révélateur. Et Thierry Sabine a eu le même coup de foudre que vous. Je crois qu'il a eu l'idée du Dakar après s'être perdu pendant 3 jours en Libye. Oui, absolument, oui, oui. Il a ça a sûrement chamboulé tout ce qu'il pensait du désert. C'est le fait de rester trois jours tout seul. Et c'était pas à l'époque évident. De se retrouver tout seul, il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant pour retrouver quelqu'un, et donc ça a dû être flippant pour lui, ça a dû être flippant. Et finalement, il a créé cette course en disant d'autres vont se retrouver dans cette situation. Mais au début, personne ne voulait y participer au Dakar. Oui, absolument, oui. On a voulu continuer et pour voir exactement comment on réagissait quand on était dans cette position-là, quoi. Et je crois que c'était important, et ça a été important pour plein de monde qui s'engageait sur le Dakar. Oui, et en même temps, la première fois, il a ouvert son carnet d'adresses pour essayer de trouver des engagés. Et il avait proposé aux membres de ce groupe que vous allez entendre de participer au Dakar. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Car c'est le groupe Il était une fois, et Thierry Sabine était l'attaché de presse du groupe Il était une fois sur cette chanson, et il a proposé à Richard de Witt et à Jean-Louis Drone de venir sur le Dakar. Ils n'ont pas pu le faire, mais tout le monde était le bienvenu sur le Dakar au départ. Ouais. Ah oui. Ben, Jean-Louis Drone est venu après, oui. Mais sinon, ça a été effectivement un des premiers à bouger une oreille dès qu'il a entendu. Dès qu'il a entendu ça, oui. Alors, l'aventure du Dakar, ça veut dire aussi des sponsors, ce qui n'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est VSD au départ qui vous a soutenu. Pour moi, oui, c'est VSD, oui. Comment vous avez pu avoir l'appui de VSD, qui était un journal tout jeune à l'époque? Ah oui. D'une part, parce que je connaissais bien François Siegel. Le fils de Maurice Siegel, le créateur. Et ça l'a intéressé, et son père aussi d'ailleurs. Son père aussi a bien tilté sur le fait qu'il y avait de l'aventure, que c'était intéressant, qu'il y avait des histoires à raconter et autres. Donc il a bien connu ça, et donc je suis resté VSD pendant un grand moment. Et vous avez eu raison. Et ensuite, bon, il y a eu d'autres Dakar, vous l'avez regagné, mais il y a eu surtout l'accident de Thierry Sabine. Alors, vous dites qu'il partait, je crois, donner le coup d'envoi d'un match de football. Exact. Il avait donné le coup d'envoi d'un match de football à Gao quand il a eu son accident, et c'est en revenant qu'il y a eu l'accident d'hélicoptère. Ça vous a marqué, ça, René Metsch? Oui, ça m'a marqué parce que on se croit un petit peu invincible, et on n'est pas grand-chose. En définitive, on n'est pas grand-chose. Cet accident est totalement stupide. Oui. Pour moi, était stupide. Et est-ce qu'il l'a été pour d'autres? Je pense que oui. Je pense que oui. Et c'est vous ensuite qui avez été chargé de ranimer la flamme Sabine en organisant le Dakar. Exact. Oui. Pendant une année, oui. Et c'est un truc de fou aussi, ça. Oui. Alors ça c'est un truc de malade. Parce que d'un seul coup, passer de vivre le Dakar et puis de passer dans l'organisation, d'organiser un tel truc, c'est presque inimaginable. Et ce qui est aussi inimaginable, c'est celui qui vous a rejoint un jour dans la compétition. Oh Marie, si tu savais tout le mal. Chanson de 2002, extrait d'un double album de Johnny, qui s'appelle À la vie, à la mort. Et un jour, on vous téléphone à Londres pour vous dire il y a quelqu'un de très connu qui voudrait faire le Dakar. Exact. il y a quelqu'un de très connu, effectivement. C'est exactement les paroles.
dit, il y a quelqu'un de très connu qui voudrait faire le Dakar et faire le Dakar avec toi parce que tu es le seul capable de tolérer un tel personnage, quoi. En gros. Et vous saviez pas qui c'était? À l'époque, je savais pas qui c'était. Oui. Donc je l'ai appris deux jours après et et là on peut pas dire non, quoi. C'est difficile de dire non, surtout que je pressentais l'avoir vu. Bon, on a dîné ensemble, etc. Et j'appréhendais le fait que c'était quelqu'un de bien. Et ça, c'était important pour moi. Oui, car il n'est pas venu sur le Dakar en star, il est venu en compétition. En compétition. Et c'est ça que j'ai aimé le plus en lui, c'est-à-dire qu'il est venu, mais il n'est pas venu pour se faire chouchouter. Il est venu là pour faire voir qu'il était capable d'être là, quoi. Et moi, j'étais heureux de voir qu'il prenait son pied, quoi. Voilà. Et il y a une phrase mythique que vous citez dans votre livre: si on n'avait pas perdu 1h15 dans le sable, on serait là depuis 1h15. Ah oui, ça c'est Johnny, c'est la marque de Johnny, ça reste encore. Ça lui reste encore. Alors, la façon dont il l'a raconté, c'est sûr qu'il s'est fait démonter, quoi. Mais alors que c'était, tout le monde disait ça. Oui. Tout le monde disait ça. Oui, mais c'était Johnny. Et donc, quand Johnny le dit, c'est autre chose. Une autre date importante aussi pour vous, le 1er septembre 1992. Dans quelques instants sur Sud Radio, on en parle avec René Metsch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Metsch. Ce livre pilote de 7 à 77 ans, on en parle dans quelques instants. Et là, on revient au 1er septembre 1992, le départ du rallye Paris-Moscou-Pékin. Là encore, une aventure complètement folle. Oui, pas une aventure comme les autres, parce que j'avais un coéquipier vraiment spécial et que j'emmenais avec moi et que je savais pas trop comment prendre au début. Je savais pas trop s'il fallait le tutoyer ou s'il fallait le prendre de haut, etc., quoi. Mais surtout, un rallye Paris-Moscou-Pékin, c'était pas évident. Ah non. Comment est née l'idée? Alors, l'idée est venue du fait qu'on va toujours plus loin. On essaye d'aller toujours plus loin. Donc, au début, c'était Dakar. Paris-Dakar, oui. Et après, c'est devenu Paris-Pékin, oui. Oui, mais monter une telle organisation, ce sont des mois de travail, des années d'autorisation. J'ai eu beaucoup de chance, parce que les gens avec qui je discutais, je parlais, que ça soit en Russie ou en Chine, ont tous étaient tous d'accord. Après m'avoir entendu, ils étaient d'accord pour donner une partie d'eux pour que ça fonctionne. Et votre idée au départ, René Metsch, pour le pilote que vous étiez, c'était reconstituer quelques années après ce qu'a été pour André Citroën la croisière jaune en 31. En gros, ça a été mon exemple, oui. C'est-à-dire, la croisière jaune, il faut savoir que ça a été un événement, c'était un voyage où on prenait des tas de risques. Absolument, absolument, et c'est un peu pour ça que je l'ai fait. J'ai pris modèle sur Citroën. Sur Citroën pour monter cette opération-là qui était d'ailleurs on a vu la Citroën à Chenilles
sur le début, sur la présentation. On a fait venir le pilote. Il restait encore un des chauffeurs, donc il est venu conduire la voiture devant tout le monde, et ça a été un succès, super gros succès. Alors il faut savoir aussi que André Citroën, lui, il avait monté cette croisière jaune pour défendre ses voitures. Il était prêt à prendre tous les risques. Il avait un seul défaut, c'est qu'il perdait tout au casino ensuite. Et un jour, sa femme l'a sorti au bord de la ruine du casino de Deauville. Ah oui? C'était plus qu'un grand joueur. Donc le rallye Moscou-Pékin, ce qui était, non seulement fallait les moyens financiers, les autorisations, mais c'était très dangereux parce que les Chinois roulent la nuit sans lumière, sans problème. Oui, ça c'est vrai, mais bon, il y avait eu une information sur le fait qu'il y avait une organisation qui venait avec un certain nombre de véhicules. En gros, il y avait 200 véhicules, hein, et ça s'est bien passé. Il y a même des routes où la circulation était interdite. Carrément. Oui, et en plus, vous êtes passé sous la porte jaune en Chine, qui est à 4781 km d'altitude. Absolument. Absolument, ouais. Mais peu de gens avaient fait ça en voiture. C'est la porte d'entrée en Chine en venant de l'Asie. Oui. Le point d'entrée, c'est cet endroit-là, c'est cette montagne là, et d'ailleurs, j'y suis repassé il y a quelques temps, et avant, il y avait une espèce une porte, une porte en fer, en pierre, et cette porte-là n'est plus en place. Ils l'ont enlevé, et c'est un peu dommage parce que ça faisait partie du challenge, quoi. Dès qu'on arrivait à la porte, on avait gagné le passage en Chine. Voilà. Et les concurrents dans Pékin, d'ailleurs, ont été applaudis comme des stars lorsque vous avez traversé la ville. Ah oui, absolument. Même déjà la frontière. Moi, je craignais beaucoup la frontière en disant là, on va se faire sortir parce que la frontière c'est sacré. Hein, une frontière c'est sacré. Et en fin de compte, on s'est retrouvés tous ensemble en haut du col, à prendre des photos, etc. Alors que normalement c'est interdit par les Chinois et autres. Alors que là, ils avaient tout libéré. Mais parce qu'ils pensaient que c'était bien pour l'image du pays. Ouais, je pense qu'ils ont fait ça comme ils voyaient. Comme ils voyaient que nous, on allait dans ce sens-là, ils ont voulu faire voir qu'eux aussi étaient d'accord. Donc, sur toute la montée, parce qu'il y avait 25 kilomètres pour monter à cette porte-là, partout, tout le monde a applaudi. Et il y avait aussi ceux qui venaient en camion, parce qu'il y avait des voitures et des camions. Oui, il y avait les camions, oui, et les camions, des camions de compétition, hein, donc qui roulent, hein, et ils ont bien fonctionné. Hein, Alors justement, on connaît pas le camion de compétition. Vous aviez un camion qui roule à 160 km/h. On peut pas l'imaginer aujourd'hui sur une route. Oui, absolument. Ouais. Et il roulait cette allure-là en libre, oui. C'est-à-dire il y avait pas de tout était libre. Tout à fait. Ils avaient le droit d'aller aussi vite qu'ils voulaient. Oui, mais il n'y avait pas de vitesse limitée. Non, il n'y avait pas de vitesse limitée. Et alors, la compétition en camion, c'est quelque chose de très particulier. Oui, alors c'était la même question que pour les voitures. Elle se faisait dans une autre catégorie, bien entendu, mais la course était la même. C'était les mêmes kilométrages, les mêmes dates, tout était
calqué sur la course auto, et puis donc la course était strictement la même. Mais en même temps, il fallait y aller parce que 160 km/h sur un camion, c'est... Ah oui, c'est pas évident. Mais ils avaient les pilotes de camions avaient beaucoup de mérite, parce qu'il fallait aller vite, pas se tromper. Donc il y avait beaucoup parce qu'à 160 à l'heure pour éviter de se tromper, c'est pas évident, quoi. Il y a des choses pas évidentes. Alors, il y a aussi quelque chose quelques années plus tôt que Nicolas Hulot vous a proposé, c'est un raid motoneige. Et ça aussi, René Metsch, pour vous, qui avez fait le Paris-Dakar, qui avez fait de tas de choses, c'était nouveau. Oui, c'était nouveau et on a failli faire aussi cette course-là. Et je dis pas qu'un de ces jours, j'aurais envie de la refaire. C'était pour faire connaître le pays. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à aller au Canada parce que j'ai trouvé des choses très belles, des endroits très beaux, les lacs, etc. C'est vraiment très beau et j'avais envie de refaire quelque chose dans le sens balade. Tout à fait, mais en même temps, dormir à moins 30 degrés dans la poudreuse, c'est pas évident. Non, ça, c'est pas évident. Comment on fait? Alors, c'est simple, on avait des équipements spéciaux quand même. On avait des sacs de couchage spéciaux qui tiennent à moins 50, hein. Oui. Ça tient à moins 50. D'ailleurs, je veux jamais m'en séparer. Même sur le Dakar, je prends mon sac, mon sac de couchage d'Arikana parce que je suis bien dedans et déjà il est large et parce que les Indiens ont compris plein de choses. Ils ont l'habitude du froid, ils savent ce que c'est que le froid et ils savent comment lutter contre. Et ça fait que les Indiens en particulier, ils ont, je les vois arriver moi avec leur petite veste, etc. On a l'impression qu'ils vont faire le marché. Non, pas du tout. Ils sont là comme ça tous les jours et ils ont pas froid. Et puis à ce moment-là, il y a une chanson qui vous a marqué, plutôt un personnage qui vous a marqué, personnage qui est devenu une chanson. Qui n'a jamais peur. À 14 ans, il s'était perdu. Davy Crockett, que chante Annie Cordy, et c'est-à-dire que c'est une chanson américaine adaptée par Francis Blanche, Davy Crockett, bien avant qu'on parle de Fort Alamo. Et lorsque vous êtes retrouvé au milieu de ces motoneiges, vous avez eu le sentiment, René Metsch, d'être Davy Crockett. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai parce que les Indiens, ils sont comme ils sont. Hein. On les a pas inventés. Puis là, ils étaient dans leur élément. Et donc tout allait bien. Ils ont bien répondu et répondu tout à fait dans le sens que vous m'avez demandé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont été courageux, expressifs, parce que nous on connaissait pas le froid, on savait pas ce que c'était. Eux nous ont expliqué comment le froid, comment on luttait contre le froid, etc. Et ils ont su le faire et bien le faire. Il fallait bien les écouter, mais si on les écoutait bien, on était tranquille. Alors, il y avait aussi des couchers de soleil qui vous récompensaient de tous vos efforts. Ah oui. Il y a eu des couchers de soleil avec la nature autour, la forêt, etc. Et même les couchers de soleil avec le froid, c'était géant. Magique. Ah oui.
Alors, il y a quelqu'un dans vos partenaires qui est étonnant, c'est Patrick Baudry, qui a fait un rallye avec vous. Alors que c'est quand même le premier Français à avoir volé à bord d'une navette Discovery. Oui, absolument, oui. Et il s'est super bien comporté. Hein, et il avait envie de faire ça. Oui, il avait envie de faire ça, c'est drôle. Ça, on ne l'a pas forcé, hein, il est venu tout seul. Hein, et donc, peut-être parce qu'il y avait Nicolas Hulot, j'en sais rien. En tout cas, il est venu et il s'est bien comporté, hein, alors que c'est pas son rayon, c'est pas son domaine. C'était pas facile. Ce qu'il a fait, c'était pas facile. Et il y est arrivé. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que lorsqu'il a volé à bord de Discovery, il avait demandé à la NASA d'emporter avec lui une bouteille de château Lynch-Bache de Pauillac, 5e grand cru des vins de Bordeaux, qui est pour lui l'un des plus beaux exemples du travail humain et des merveilles que produit notre terre. Sûrement, j'ai fait confiance. La prochaine fois que j'irai, j'emmènerai la bouteille. Oui, et surtout à Patrick Baudry. Oui. Une autre date, c'est celle de la sortie du livre, 5 mars 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec René Medj. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Medj. Donc, 5 mars 2022, sortie de ce livre, Pilote de 7 à 77 ans. Pourquoi aujourd'hui avoir pris le temps d'écrire ce livre avec un de vos amis journalistes ? Parce que, pour la bonne raison, c'est que j'y pensais depuis longtemps. Mais malheureusement, on n'a jamais le temps. Eh oui, quand on fait des rallyes et qu'on organise... On n'a jamais le temps. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut te poser et puis écrire. Donc vous avez travaillé avec un de vos amis, qui s'appelle Gilles David, je crois. Gilles David, ouais. Et vous avez reconstitué un petit peu votre parcours. En gros, c'est ça, j'ai raconté mon parcours. Depuis le début jusqu'à la fin. Oui, et un parcours où vous n'avez jamais cessé de courir ou d'organiser. Non. Et tout ça très discrètement. C'est-à-dire qu'on connaît votre nom, on connaît vos victoires, mais finalement, vous n'avez jamais été très présent dans les médias, René Medj. Non, parce que j'estime qu'on fait quelque chose comme ça, dans ce genre-là, on doit être calme, posé et écouter, beaucoup écouter les autres. De façon à faire quelque chose de sympathique. Le titre Pilote de 7 à 77 ans, c'est une référence au journal Tintin ? Oui, c'est une référence, oui. Parce que j'estime que on est pilote de 7 à 77 ans sans qu'on le sache. Alors, il faut savoir que ce titre, ça vient d'une réunion de rédaction à Tintin en mai 48. Le Karel van Millegen, qui est le rédacteur en chef de la version flamande de Tintin, lance l'expression. Et dans le journal, on découvre que quelques mois plus tôt, il y avait un dessin montrant un grand-père à longue barbe blanche et un nouveau-né. Et dans le berceau, il y avait écrit « Le journal des jeunes de 7 à 77 ans ». C'est né comme ça au cours d'une réunion de rédaction. Oui, voilà. J'y suis pour rien. Non, c'était bien avant vous. Alors, vous avez couru pas mal d'épreuves. Bon, il y a eu le Dakar, il y a eu Paris-Pékin, mais des épreuves plus insolites que vous racontez dans ce livre, René Medj. Donc, il y a une épreuve en Espagne qui ressemble aux courses californiennes. Oui, c'est la même chose qu'on appelle ça des barras. Oui. C'est quoi ces courses-là ? Elles sont peu médiatisées aussi, ces courses. Oui, peu médiatisées. C'est pourtant des très belles courses. Hein. Très belles courses qui font entre 600 et 1000 kilomètres d'une traite. Sans assistance, bien entendu, et qui a qui demande beaucoup de qualité. C'est-à-dire l'endurance, la sagesse de bien connaître son parcours, adapter sa conduite au parcours de façon à réussir quelque chose d'intéressant. Alors, il faut savoir aussi que ces courses sont très dangereuses, souvent.
Souvent, oui, de moins en moins, parce que au départ, on avait beaucoup de problèmes avec les gens qui se perdaient. Oui. Ils se perdaient Dans les déserts. Dans le désert, c'était facile de se perdre. Oui. Hein. Oui, c'était facile de se perdre. Donc ça, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que De toute façon, avec tout ce qui s'est passé, avec le téléphone portable, avec les radars, Voilà. on retrouve les gens beaucoup plus facilement. Oui. Mais le danger de l'accident existe quand même. La mort, ça peut arriver et ça arrive. Oui, et ça arrive, mais ça, c'est dans toute compétition. Que ce soit automobile ou dès qu'il y a 2 roues ou 4 roues, ça devient dangereux. Voilà. Et vous avez appris à connaître ça. Vous avez vu des morts sur les courses. Mais malheureusement, on s'y fait. Oui, on s'y fait. On s'y fait avec beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Beaucoup de philosophie. Oui, beaucoup de philosophie, oui. Oui, le mot est là. Et vous dites aussi, René Metz, que non seulement il faut traverser des pays, mais il faut prendre le temps de les regarder. Oui, alors, je pense que le fait de regarder un pays, ça apprend énormément de choses. Alors, j'ai pas dit ça pour dans le désert, hein. Pourtant on y est dedans, mais dans le fait que le fait de penser et d'ouvrir les choses est important. Oui, mais en même temps, en général, quand on fait une tournée, par exemple, on n'a pas le temps de regarder le paysage, et surtout si on est en train de courir, on n'a pas le temps de regarder le pays autour de nous. Oui, mais moi, je me suis toujours forcé à regarder, parce que c'est un livre d'histoire, ce qu'on regarde. Et je pense que ça m'a sauvé plus d'une fois au point de vue direction. Hein. Là, je parle, hein, pas de danger, mais de direction. Alors que j'étais un petit peu perdu, le fait de réfléchir et de repenser à tout ce que j'ai dit là ou que je vous ai dit, ça m'a permis de retrouver mon chemin et de m'égarer, mais pas très loin. Voilà, mais en même temps, vous poursuivez la compétition et vous aviez une habitude à l'époque, et cette habitude est liée à un feuilleton. Dallas, JR a un chapeau, et ce chapeau, c'est votre image de marque. On vous appelle d'ailleurs le cow-boy. Exact, le cow-boy de Malakoff. Ouais. D'où est né cette idée d'avoir un chapeau comme JR? Le chapeau était que j'ai tout de suite aimé le chapeau, parce que avec le soleil en Afrique, on est plus à même de porter un chapeau déjà, parce que ça fait de l'ombre, et on est beaucoup plus à l'aise. Oui, mais en même temps, ce chapeau, c'est devenu votre image de marque, René Metz. Oui, effectivement. Je le garde encore, pas tout le temps, ça dépend des endroits, mais oui, j'ai beaucoup d'attachement à ce chapeau. Alors, le sport que vous pratiquez, c'est le contraire justement de JR et des personnages de Dallas. Il y a 3 mots-clés qui sont sportivité, convivialité et solidarité. Oui. Oui, moi je pense que j'utilise les 3. Oui, mais la solidarité, c'est quelque chose dans le sport qu'il faut pratiquer, surtout si quelqu'un est perdu, par exemple. Oui, absolument. Le fait que j'ai changé de position, parce que à la fin, j'organisais plus, j'organisais
j'organisais les rallyes et quand on organise, on a en charge tout le monde. Donc il fallait que je retrouve tous les gens le soir ou dans la journée que j'ai eu le temps de rechercher tout le monde. Et alors, il y a quand même parmi les rallyes que vous avez fait, l'un d'entre eux qui a été inauguré, dont le départ a été donné, les premiers kilomètres, par le président de la République du pays. Oui, absolument. C'était quoi? C'était où? Alors, je ne sais pas de quel vous voulez parler. C'est le Turkménistan. Ah oui, le Turkménistan, oui. Et le président de la République, qui est un fou de voiture, il a fait un bon temps en ouvrant la route. Oui, exact. Oui. Le Turkménistan, il a fait sur la petite spéciale qu'il y avait, on appelle ça un prologue, c'est lui qui a fait le meilleur temps. Voilà. Mais ces courses, elles se développent sans arrêt, parce qu'on en parle depuis le Dakar, on en parlait très peu avant, René Medj. Oui, mais c'est pour ça qu'on essaye de mettre en avant le maximum de choses qui font que ça met le rallye en valeur. Oui, mais en même temps, ces rallyes existent et ils évoluent. Par exemple, le Dakar aujourd'hui, c'est plus du tout le Dakar d'il y a 20 ou 30 ans. Non, c'est vrai. Donc on essaye de reculer et de se remettre à la page il y a quelques années, de façon à rendre ce rallye encore plus populaire. Oui, parce que finalement, le public est souvent présent, mais il veut autre chose. En plus, le rallye du Dakar aujourd'hui, je crois que c'est surtout des mouvements humanitaires qui sont présents. Et c'est vrai que beaucoup de pilotes défendent les mouvements humanitaires. Oui, je pense pas que ça soit au goût du jour. Je pense qu'ils sont obnubilés par la sportivité. Oui. Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi un personnage étonnant, c'est un chat noir. Il y a toujours un chat noir. Qu'est-ce que c'est que ce chat noir, René Medj? C'est celui qui porte la poisse. Mais ça arrive, on a l'impression que c'est le symbole de la poisse sur un terrain quand vous plongez, quand vous avez un pneu crevé ou autre chose. Oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Et c'est le surnom que vous avez donné, ou est-ce que tout le monde appelle ça le chat noir sur les courses? Non, tout le monde appelle ça le chat noir. Et quels sont les problèmes les plus fous? C'est-à-dire qu'on peut casser une roue, on peut s'ensabler. Oui, le moment le plus difficile, c'est quand on s'ensable. Si on s'ensable des 4 roues, là, ça devient, je dirais, dangereux. Enfin, au moins dangereux. Et il y a Jackie X qui signe la préface. Jackie X, grand champion, puisque il a fait des 24 heures du Mans qu'il a gagné plusieurs fois. D'ailleurs, un jour, il a sans rien dire à personne, il a pris le départ en marchant au lieu de courir. Ça n'a pas empêché de gagner l'épreuve. Pourquoi Jackie X, René Medj? Jackie X, c'est un modèle pour moi. C'est un modèle idéal pour que ce soit la course de vitesse ou comme le Mans, hein, qu'il a gagné 6 fois, je crois, oui. ou ce genre de rallye. De la même façon, parce qu'il aime beaucoup ce genre de rallye avec... Je parlais de tout à l'heure de ce qu'il y avait d'important autour. Et Jackie prend en compte toutes ces choses, toutes ces choses-là. Il est très attentionné. Il sait regarder. Il sait regarder, il a participé à des rallyes, il sait ce que c'est, oui. Et vous fait confiance. Et puis, il y a quand même quelqu'un d'important dans votre vie, c'est Élodie, votre fille, qui vous a maintenant rejoint sur le terrain, qui a fait des courses avec vous. Oui. Alors, elle a fait un rallye entier. Oui. Les femmes sur un rallye, c'est pas si courant, c'est pas si... Ah non, mais c'était pas facile, mais elle a fait tout un pari, je me rappelle plus, c'était
À Paris-Dakar. Oui, hein. à Paris-Dakar, oui. Ouais. Et elle a été avec vous et ça a été un grand bonheur. Oui, pour moi, ça a été un grand bonheur d'avoir sa fille qui vous fait confiance. C'est vraiment quelque chose de irremplaçable. Voilà. Et souvent, on vous a dit, René Metsch, que c'était impossible. Et plus on vous a dit que c'était impossible, plus ça vous a encouragé à continuer. Oui, oui, souvent. Souvent, le fait de le faire avec Johnny, par exemple, on m'a dit, oh, c'est impossible, au bout de 2 jours, il va arrêter. J'ai dit non, on continue, on va tout faire pour que il continue et qu'il soit le plus content possible. Et ça a été le cas, il a été extraordinaire pendant tout le rallye. Oui, seulement il avait, je le précise, il avait juré que s'il arrivait au terme du rallye et qu'il était encore en course, il arrêterait de fumer. Oui. Ce qu'il n'a pas fait. Non, ça, il a oublié. Et vous aussi, vous avez eu le problème de la cigarette. Oui, mais moi j'ai arrêté. Moi. Oui, mais vous fumiez pendant les courses. Ouais, je devrais pas le dire, hein, mais tous les deux on fumait pendant les courses. Eh ben voilà. Eh ben j'espère que ça permettra à votre livre de faire un tabac. Ça s'appelle Pilote de 7 à 77 ans. Merci d'avoir écrit et merci d'en parler, René Metsch. Merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.